Alors, on aura peut-être des participants qui nous rejoindront, mais on va démarrer. Enfin, je vous propose donc de démarrer ma petite présentation et pour qu'on se laisse du temps pour échanger, parce qu'avec tout ce que vous avez dit déjà, il y a plein de choses qui résonnent. Il y a plein de sujets qui font que déjà dans votre état d'esprit, dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous faites et dans vos représentations, bah, on est déjà au cœur de la problématique que je voulais évoquer avec vous. Alors, j'avais fait cette conférence il y a une douzaine d'années. D'ailleurs, je crois que Didier, tu y étais. Je l'avais appelée un peu différemment et puis en la revisitant, évidemment, elle s'est pas mal transformée avec ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quand même des constantes. À l'époque, j'avais appelé ça le coaching et l'écologie mentale. Donc, quand je parlais, enfin, quand j'évoquais ce terme d'écologie mentale, j'avais des réactions quand même assez mitigées, euh, notamment dans les instances politiques, parce qu'à l'époque, j'étais assez proche, j'étais même assez intégrée et impliquée dans Europe Écologie, avant que ça devienne d'ailleurs Europe Écologie Les Verts, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais je me souviens que lors d'un des congrès ou rencontres qu'on faisait régulièrement, j'avais évoqué ce terme d'écologie mentale, et franchement, j'avais eu des réactions assez négatives, comme si c'était un truc qui n'était pas politiquement correct, même pour des écolos, que d'aborder cette question de qu'est-ce qu'on a dans la tête en fait, qu'est-ce qu'on se raconte, c'est quoi nos tenants, nos besoins, nos motivations, les représentations qu'on se fait, etc. Et c'est ça qui va ensuite guider aussi nos choix, nos actions, y compris dans ce domaine écologique. Donc quand on se pose la question de ce que l'on fait même dans le marketing, dans le tourisme, dans les voyages, dans la production, dans la gestion d'un lieu, enfin tous les projets que vous avez évoqués, quand vous êtes coach, parce qu'il y a pas mal de coachs dans la salle, comment vous accompagnez les personnes que vous coachez, avec quelle, effectivement, avec quelle motivation, avec quelle philosophie vous abordez ces sujets. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le militantisme écolo, ben, il y a une certaine, comment dirais-je, c'est pas une fermeture d'esprit, je pense pas, parce qu'il y a quand même des gens plutôt ouverts dans cette sphère politique, mais il y a, en gros, il y a une façon d'aborder les choses, et puis il n'y a pas forcément la place pour d'autres façons d'aborder les choses. Donc cette dimension un peu philosophique, éthique, émotionnelle, enfin, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, donc ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui plutôt l'écologie intérieure, c'est pas forcément quelque chose qui est abordé facilement, en tout cas dans les instances politiques. Et pour autant, je continue à penser que l'écologie, évidemment, ça passe aussi beaucoup par le politique. Il n'y a pas que les actions individuelles. Donc c'est un petit peu pour ça que j'avais voulu faire cette conférence à l'époque. Et donc aujourd'hui, ben, elle s'est un petit peu transformée. Et puis on est en plus dans un contexte, depuis notamment cette crise pandémique qui existe maintenant depuis plus d'un an, qui nous amène forcément à redéfinir nos priorités, nos enjeux, nos besoins, et puis notre façon en fait d'être présent au monde, notre façon d'aborder le monde. Et donc pas uniquement avec du militantisme écolo comme on a pu le voir ou comme on peut toujours le voir, pas non plus en faisant comment on pourrait dire ça, les petits gestes du quotidien qui nous permettent de nous dire bon ben moi j'ai bonne conscience parce que je trie mes déchets ou que j'achète en vrac. Ça me semble, c'est bien, mais ça me semble pas suffisant. Le marketing vert, parce que là aussi on voit tous les excès qu'il peut y avoir, bah, c'est pareil, c'est une caution, c'est une bonne conscience que se donnent les entreprises. Puis on voit bien que voilà, ça avance pas, enfin à mon sens ça avance pas assez vite. Et cette préoccupation, je pourrais dire, je peux vous dire quel âge j'ai, hein, j'ai 56 ans, donc je suis pas une toute jeune. Et je me souviens que quand j'étais gosse, dans les années 70, il y avait une chanson que mes parents écoutaient. Ils écoutaient beaucoup Jean Ferrat. J'ai des parents communistes et qui écoutaient ben, voilà, des chanteurs comme ça et qui ont baigné mon enfance. Et il y en avait une qui m'avait marquée. Je devais avoir, je sais pas, 7, 8 ans ou peut-être un peu plus, qui commençait comme ça. Que restera-t-il sur la Terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts, etc. Je ne vais pas vous la chanter en entier, mais déjà, rien que les premières phrases, rien que de les rechanter quelques décennies plus tard, ça donne des frissons. Et en tout cas, ça a été pour moi une sorte d'éveil à cette conscience-là. Alors, en même temps, je me dis, bon, bah, c'était il y a 40 ou 50 ans, et puis on peut dire qu'aujourd'hui, on a encore toujours une nature magnifique, des endroits extraordinaires, il y a encore des poissons, il y a encore des oiseaux, il y a encore, malgré la chute de la biodiversité, il y a énormément de bestioles, il y en a plein qu'on ne connaît pas encore, etc. On pourrait se dire, bon, bah, il exagérait peut-être un peu, le poète. Et pour autant, il posait déjà toutes les questions. Effectivement, il parlait aussi de la mondialisation, d'une certaine manière, des excès, de la pollution, etc. Je ne vous refais pas tout le film, mais après, des textes, il y en a eu plein, des écrits, des films. Alors, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué ces dernières années aussi. Je pourrais les citer, les mettre dans le chat. C'est le dernier en date, que je vous invite vraiment à aller voir. Je vais écrire aussi dans la conversation comment il s'appelle. C'est Le grain de sable dans la machine. Alors, ce film, il a été fait par rapport à la pandémie.
Et il se fait, en fait, c'est la voix du virus. Il dit, voilà, je suis tout petit, je suis en dessous du nanomètre. Hein, moi, par rapport à vous, je suis comme vous sur la Terre, quoi, à peu près, l'échelle de dimension. Et puis, il se place à la place du virus, il décrit ce qui se passe depuis donc un an. Et puis, il décrit qu'en fait, on n'a toujours pas compris. Il y a un moment, il y a plusieurs interviews et il y a plusieurs personnes qui sont interviewées dans ce film. Il y a notamment Pablo Servigne, qui est un peu connu maintenant parce qu'il a fait beaucoup de choses sur la collapsologie, etc. Puis il y a des sociologues, il y a Hervé Kempf aussi, il y a des scientifiques, des sociologues, etc. Et il y en a une qui dit, elle est aussi assez impliquée en tant que militante environnementale, elle dit, mais quand on sera en 2030, on regrettera 2020. Donc c'est vrai que, parce qu'on est encore dans une relative qualité de vie, etc. Donc c'est vrai que toutes ces questions, moi, je continue à me dire, mais on n'a toujours pas compris. Donc c'est vrai que ça part d'abord de nous, de ce qu'on comprend et de ce qu'on en fait. Donc voilà, c'était un petit peu ça le sens de cette conférence. Alors je voulais aussi vous citer, pareil, d'autres films qui m'ont beaucoup marqué, mais qui sont à des époques différentes, enfin qui ont été produits récemment, ou plus ou moins récemment. C'est Comment l'homme a mangé la terre. Donc c'est ça le titre exact, je ne me souviens plus, mais c'est en gros, et pareil, il est passé sur Arte il y a quelques années. Il y a eu La stratégie du choc de Naomi Klein, qui est à mon avis vraiment un truc assez extraordinaire, et notamment par rapport à la pandémie et la manière dont les États, les gouvernements et autres gèrent justement ces questions. Comment après chaque choc, en fait, on en profite pour resserrer un petit peu avec un tour de vis supplémentaire en restreignant nos libertés, etc. Il y a We Feed the World dans un autre registre plutôt sur l'alimentation, qui est aussi pour moi un indispensable. Donc voilà, c'est tous ces films, tous ces bouquins. Alors après, dans la présentation, j'ai cité aussi quelques bouquins, mais qui font partie pour moi de cet éveil mental ou de cette écologie intérieure qui permet ensuite de se dire comment j'agis. Et alors là, plus récemment, je suis pour quelques jours à Paris. Normalement, j'habite à Marseille. Hein. Donc là, c'est ce qui explique cette lumière un peu grise là au travers de mes fenêtres, puisque normalement j'ai du bleu et là j'ai du gris, mais c'est pas grave, j'aime bien Paris aussi. Ça se voit pas trop, Evelyne. Mais en déménageant, je suis en train de déménager, j'ai encore plein de bouquins ici, etc. Et je tombe là-dessus. Alors je vais le montrer à l'écran, puis je vais vous lire le texte parce que là il apparaît à l'envers. Ça s'appelle Au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient, et c'est déjà un bouquin qui date d'il y a 12-13 ans. Et dans le petit topo qui est derrière, c'est un livre qui a été écrit par Isabelle Stengers, qui est une scientifique assez engagée aussi et très inspirante. Elle écrit nos dirigeants sont totalement incapables de prendre acte de la situation. Donc la situation, c'était celle d'il y a 12 ans. Elle ne s'est pas arrangée depuis. Guerre économique oblige, notre mode de croissance actuel, irresponsable, voire criminel, doit être maintenu coûte que coûte. On continue d'ailleurs à nous bassiner sur la croissance, etc., sans décrire quel type de croissance on veut. Bon, ça donnerait lieu rien que là-dessus à une seule conférence. Ce n'est pas pour rien que la catastrophe de la Nouvelle-Orléans a frappé les esprits. Donc c'était quelques années après Katrina. La réponse qui lui a été apportée, l'abandon des pauvres tandis que les riches se mettaient à l'abri, apparaît comme un symbole de la barbarie qui vient, celle d'une Nouvelle-Orléans à l'échelle planétaire. Mais, alors c'est là que ça devient intéressant et que ça touche mon sujet, donc c'est pas par hasard que je suis tombée sur le bouquin en rangeant des livres. Dénoncer n'est pas suffisant. Donc tous ces films que je vous ai cités ou ces bouquins, ils dénoncent beaucoup. Et notamment, c'est aussi ce que fait, dans une certaine mesure, c'est ce que font les Greta Thunberg ou les Pablo Servigne, etc. Ils dénoncent beaucoup. Mais dénoncer n'est pas suffisant, il s'agit d'apprendre. Et cela à toute échelle, à briser le sentiment d'impuissance qui nous menace. Encore une fois, c'est sentiment d'impuissance, c'est qu'est-ce qu'on se raconte. C'est-à-dire, effectivement, et si dans ma tête, je me dis, je suis impuissante, donc je ne peux rien changer, donc je ne fais plus rien, et je me laisse porter par ce qui se passe, par les divers courants, je me réfugie dans des trucs un peu totalitaires ou dans des religions, etc., un peu dures, parce que ça va me donner un certain sentiment de sécurité. Ou bien, effectivement, je réagis contre ce sentiment d'impuissance, cette culpabilisation. Je vois que Carole a réagi en direct. Donc, il s'agit d'apprendre, et cela à toute échelle, à briser le sentiment d'impuissance qui nous menace, qui est en fait très destructeur sur le plan psychique, à expérimenter la capacité de résister aux expropriations et aux destructions du capitalisme. Alors, en général, tous ces gens que j'ai cités ont quand même tendance à dénoncer évidemment le capitalisme, mais là non plus, je ne ferai pas une conférence là-dessus. Ce sont les chemins de cette alternative qu'explore Isabelle Stengers dans cet essai. Donc effectivement, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on a dans le crâne, c'est quoi notre imaginaire, c'est quoi les récits qu'on peut partager, qui vont faire qu'on peut dépasser ce sentiment d'impuissance, d'inquiétude, cette éco-anxiété, ces sujets qu'on a travaillé d'ailleurs avec les sisters lors du week-end qui vient de se dérouler.
Donc, pour moi, c'est vraiment une question, à la limite, elle est peut-être encore plus importante qu'il y a 10 ou 15 ans quand j'avais fait cette première conférence, et au travers donc, de tous ces films, notamment du dernier, là, du grain de sable dans la machine, que je trouve extraordinairement puissant par les questions qu'il pose et par le fait de se dire, OK, on est anxieux sur ce qui se passe, etc. Pour autant, on a pu montrer aussi avec cette crise une certaine capacité de résilience. Donc, on a des ressources. Je pense qu'on a des ressources, que tout n'est pas fichu, qu'effectivement ça s'accélère, ça c'est clair, on le voit sur les 2 ou 3 dernières décennies que ça s'accélère, etc. Même si les lanceurs d'alerte, même si tout ça nous agite un petit peu les chiffons rouges depuis longtemps, ils ont raison, mais pour autant, à mon sens, ça ne suffit pas. Il y a vraiment besoin de reprendre un petit peu la main sur nos vies, sur nos destinées, mais aussi sur ce qu'on peut faire collectivement. Je pense qu'il y a beaucoup, alors on parle beaucoup de développement personnel, etc. Pour moi, c'est pas trop le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup à faire collectivement. Mais pour pouvoir agir collectivement, c'est vraiment déjà qu'est-ce que je me raconte, euh, quels sont finalement mes ressorts internes, mes émotions, mes ressentis, mes valeurs, mes convictions, etc., qui vont nous permettre de dépasser ce sentiment d'accablement, d'impuissance, qui évidemment est très présent depuis un an. Alors, je vais partager mon écran, je vais montrer quelques slides et continuer cette présentation, mais continuer, comme l'a proposé Virginia, à commencer à poser des questions et qu'on puisse échanger. Alors, si je fais ça. Voilà, on te laisse présenter et puis on Voilà. prendra les questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ok, merci Virginia. De rien. Et peut-être on mute, je vois que à peu près tous les micros sont mutés, mais Oui, pour que voilà, on n'ait pas de bruit autour. Merci. oui, c'est mieux, merci beaucoup. Donc, j'ai un peu changé le titre, mais aussi en lien avec des discussions avec Déborah et Virginia pour effectivement parler d'écologie intérieure. Mais au départ, j'avais envie aussi de parler d'écologie plurielle, parce que finalement, on s'aperçoit que dès qu'on aborde cette question de l'écologie, on est confronté toujours à au moins 3 piliers, 3 facteurs, qui sont les aspects individuels, intrinsèques et subjectifs, mais aussi les aspects sociaux et relationnels, et puis plus globalement les aspects politiques, dont j'ai parlé un petit peu en amont. Donc clairement, ces crises, alors on a eu des crises financières, on a eu des crises géopolitiques avec 2001, on a des crises qui sont quand même multiples et à répétition, et puis on voit quand même que depuis une quinzaine d'années, depuis Katrina en gros, parce que c'est un peu la marque, je trouve, des crises environnementales qui quand même prennent une ampleur plus importante, et puis surtout une fréquence aussi plus importante. Donc, on voit bien que ces crises sont multiples, elles sont reliées, que la dernière en date, la crise de la pandémie, en fait, a aussi un lien avec les questions de la biodiversité, de la destruction des espaces naturels, etc. Donc, on voit bien que c'est aussi une crise environnementale, mais qu'elle a directement des impacts sur le plan social, sociétal, économique, etc. Donc, on voit que c'est diversifié, c'est relié, ça nous fait réfléchir. On a eu tout un questionnement sur le monde d'après quand le premier confinement a commencé. Bon, on n'est pas très avancé aujourd'hui sur le monde d'après, mais quand même, peut-être, il y a des petites graines qui commencent à être semées. Les réflexions, les projets dont on parlait tout à l'heure avec Didier ou d'autres, les projets que les sisters ont évoqués, les projets que d'autres dans la salle ont évoqués, sont autant de petites graines et d'actions qui commencent à créer des nouveaux liens et à faire œuvre de résilience. Donc, on se préoccupe de tout ça et quel que soit notre rôle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une salle de 12 personnes, on a 80 ou 70% de coachs, donc on a des rôles comme ça de guide, d'éveil, d'accompagnement, mais on peut aussi être contributeur, on peut être producteur, on peut être chercheur. Donc on voit que les scientifiques, notamment en ce moment, on en parle beaucoup, ils sont très importants. Ils ont été d'ailleurs les premiers dans les années 60-70 à alerter. Moi, j'ai un père qui est scientifique, c'était le premier qui m'a parlé du réchauffement climatique il y a déjà 40 ans. Et à l'époque, on n'en parlait pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'en tant que gosse, j'avais été très sensibilisée, mais plutôt par des scientifiques. Des catalyseurs, des gens qui vont par leur énergie et par leur réseau vont permettre de catalyser, ça permet à une réaction de se produire plus facilement, donc, et de gérer comme ça l'aspect énergétique. Il y a des objecteurs de conscience, ceux que j'ai cités, qui écrivent ces bouquins ou qui font ces films. Et puis il y a les leaders. Dans le programme Earthship Sister, on forme des leaders de l'environnement. On appelle ça le leadership environnemental. Parce que qui dit leader dit on prend la main sur les choses, sur son destin, sur sa vie, sur son réseau, pour justement passer à l'action. Et être suivi. Parce qu'un leader, a priori, il agit, il propose des choses et il est suivi. C'est ça qui fait qu'il est leader. Donc on a comme ça plein de choses, en fait, plein de choses qui bougent. Et qui permettent de se dire peut-être qu'on peut effectivement aborder ces aspects liés à l'écologie, pas uniquement en termes de menaces. Quand je dis, voilà, de quelle écologie parle-t-on? Ok, les menaces, on les a, on a bien compris qu'il y avait un problème ou des problèmes, mais le langage anxiogène, le langage en termes de destruction, etc., de catastrophe ou de pandémie, il a un rôle à un certain moment, on en a besoin pour un peu être électrochoc.
impulsion, impact, comme disait un des intervenants là, qu'on a eu ce week-end, qui faisait travailler les sisters sur leur leadership corporel. Donc il y a besoin de cette impulsion, mais après il faut passer à autre chose. Et surtout, il ne faut pas oublier, enfin, à mon sens, n'oublions pas que les aspects sociaux et les enjeux environnementaux sont intrinsèquement liés. Un des problèmes qu'on a eu, notamment à l'époque d'Europe Écologie ou de ces partis, c'est que souvent on leur reprochait de s'occuper que de l'environnement et pas de l'aspect social. Ça a changé depuis, mais c'est vrai que c'était un constat ou un reproche qui était fait de dissocier finalement les aspects écologiques et sociaux. Puis on a bien vu à quel point, quand il y a eu les crises liées à la taxe carbone, notamment avec le mouvement des bonnets rouges ou d'autres, ou les gilets jaunes plus récemment, qu'effectivement, en fait, ces deux aspects sont liés, mais souvent, parfois, on les oppose. Ce qui, évidemment, arrange beaucoup certains acteurs de pouvoir, notamment, de se dire, bah oui, on ne peut pas faire de l'écologie parce que sinon, vous vous rendez compte, on va mettre les gens en difficulté financière, etc. Donc, qui est un bon moyen de ne rien faire. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet majeur, parce que se dire qu'il faut déjà avoir compris en tant que personne, en tant qu'individu, qu'on ne peut pas opposer ces deux aspects. Les aspects socio-économiques sont intimement liés aux aspects écologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette préoccupation écologique, maintenant, elle est devenue transverse et vraiment globale. Et elle irrigue un petit peu tout le champ politique, y compris les plus extrêmes, et puis et le champ économique aussi. Enfin, c'est devenu vraiment une préoccupation majeure à tous les niveaux, et pas seulement dans les pays dits riches. Hein, c'est aussi le cas des pays plus en difficulté. On est peut-être plus sensibilisé ou plus informé aux dérives de nos modèles aussi, peut-être, j'espère. Mais pour autant, bon, je le disais aussi tout à l'heure en évoquant les films que j'ai cités et en citant le bouquin de Stengers là, sur ce qu'elle disait sur les plus pauvres, hein, les réponses qui ont été apportées sur la Nouvelle-Orléans, c'était l'abandon des pauvres tandis que les riches se mettaient à l'abri. Bah, regardez ce qui s'est passé avec la pandémie, à quel point dans les populations les plus pauvres ou dans les pays les plus en difficulté, à quel point la pandémie a encore plus a fait plus de morts, a mis les gens encore dans une plus grande précarité, dans une plus grande fragilité, que ce soit par rapport aux aspects scolaires, à la perte d'emploi, à la perte de l'accès aux soins, enfin, etc. Donc ça touche encore plus, enfin, dès qu'il y a des crises, toutes les crises climatiques à venir vont nous montrer ça, ça touche encore plus évidemment les personnes les plus fragiles. Donc jusqu'à quand on peut continuer à supporter ça, quoi. Et puis oui, se dire qu'effectivement cette crise écologique, elle ne va pas toucher que les autres, quoi. Elle nous touche tous, hein, et ses répercussions économiques et sociales vont toucher les régions les plus riches, comme la pandémie a touché tout le monde en un temps record, hein, en un temps inférieur à 3 mois. Il y a plus de 4 milliards de personnes qui ont été confinées pratiquement en même temps. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a vraiment des choses qui vont se produire comme ça à grande échelle et qu'on n'avait pas encore vues. Hein, parce que jusqu'à présent, quand il y avait une catastrophe comme ça à l'autre bout du monde, on se disait, bon, mais oui, ok, c'est terrible, mais c'est pas nous. Donc tout ça devrait nous faire effectivement euh, prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et puis du coup aussi de finalement qu'est-ce qu'on veut, quoi. C'est quoi le sens qu'on peut donner à tout ça et pourquoi est-ce que par exemple les forces productives, le fait qu'il y ait de plus en plus de productivité, notamment chez nous, hein, en France, on est un pays où la productivité est très bonne, hein, par habitant ou par salarié. À côté de ça, on a des progrès technologiques absolument vertigineux depuis 50 ans. Donc, on a de plus en plus comme ça d'activités humaines, et de connaissances, de production, etc. Et pour autant, qu'est-ce qu'on vise comme fin? C'est quoi la finalité de tout ça? À quoi ça sert d'être plus performant ou de dégager plus de profit si on est encore avec des excès, des décalages de richesse? Il y a, je sais pas, 35 milliardaires ou 30 milliardaires qui possèdent à peu près autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Enfin, jusqu'à quand, hein? Donc, finalement, on peut se poser comme ça ces questions. Est-ce qu'on a les bons indicateurs de développement? Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, des Patrick Vivray ou d'autres, ou dans d'autres pays, ou ce monsieur-là qui cite la richesse de l'Inde. À quoi ça sert de mesurer de la croissance? Effectivement, on est dans des pays où il y a de plus en plus de croissance, mais à côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès aux services de santé ou à l'eau potable. Et etc., etc. Là-dessus, rien que sur ça, on pourrait y passer des heures. Donc on en arrive effectivement avec un point comme ça un peu crucial à mon sens de crise de civilisation ou de questionnement un peu fondamental sur la civilisation, et avec cette crise du Covid-19 qui finalement a montré plein de choses. Et peut-être qu'elle sera utile en fait rétrospectivement, cette crise, en termes d'enseignement, de prise de conscience, d'enseignement, de mesures, de rôle des États, des puissances publiques, mais aussi du rôle des citoyens et des autres organisations, quelles qu'elles soient. Donc ce fameux modèle dominant mondialisé, on voit bien il a trouvé ses limites, parce que la crise, elle a aussi été liée à la mondialisation. Le fait que ça a été aussi rapide, cette pandémie, elle est quand même aussi liée à la rapidité des échanges. Pourquoi, par exemple, au début, l'Afrique a été moins touchée?
que les États-Unis, par exemple, parce qu'il n'y a pas autant de circulation d'un pays à un autre, etc. Enfin, il y a eu des questions comme ça. Il y a d'autres facteurs, mais enfin, en tout cas, c'est une crise, effectivement, la première vraie crise mondialisée, plus que septembre 2001 ou d'autres choses, qui fait qu'en quelques mois, encore une fois, on a tous été confrontés à la même maladie avec une incapacité à avoir les systèmes, les infrastructures suffisantes pour absorber ce nombre de personnes en réanimation, en soins, etc. Donc effectivement, on voit bien que ce modèle mondialisé qui place sur un même niveau, en fait, qui marchandise tout, en fait, qui fait que aussi bien les biens matériels que la culture, la connaissance, les sites naturels, les services publics, etc., tout ça rentre dans une logique de marchandisation, de mondialisation, et que ça ne fonctionne pas. On voit aussi que du coup, les relations sociales internationales, ou au niveau d'un pays, par exemple, on voit bien que certains États, il y en a qui ne se sont pas gênés, hein, l'État chinois, par exemple, ne se gêne pas pour effectivement en profiter pour renforcer son contrôle et sa puissance. Quand on cite des gens qui pourtant écrivaient ça il y a 30 ou 40 ans, on voit qu'ils avaient déjà évidemment tout compris, hein, notamment Félix Guattari qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle les trois écologies, et qui parle d'écosophie, hein, donc de philosophie de l'écologie. Il disait déjà il y a quelque temps que les rôles de médiation et de régulation qui devraient être ceux des pouvoirs, hein, des pouvoirs publics, des États, se voient réduits au service conjugué des marchés financiers et des complexes militaro-industriels. On continue à être dans cette logique-là qui marchandise tout, y compris donc, ce qui devrait être de l'ordre du bien public. Donc voilà, la crise du Covid-19, moi je la trouve intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle montre les limites et les fragilités de ce système. Et l'impasse des mesures ou des réponses qui sont proposées, même s'il y a eu encore une fois des bonnes réponses et des choses qui ont été quand même assez étonnantes, ne serait-ce que dans notre pays, on a quand même eu, je ne cherche pas à faire ni la critique ni l'apologie de notre gouvernement, mais je pense qu'on a eu quand même des réponses et des mesures qui nous ont permis d'échapper à des situations beaucoup plus catastrophiques et dramatiques comme on a pu le voir dans d'autres pays. Qu'on a pu le voir notamment aux États-Unis quand il y avait encore Trump. On voit des choses comme ça qui étaient sidérantes, quoi. Certaines images de ce qui se passait au Texas ou en Californie et dans des pays comme ça, qui étaient sidérantes de voir à quel point ils ont été complètement débordés au niveau notamment du système de santé. Donc, en tout cas, pour en revenir à mon propos de questionnement intérieur, hein, et d'écologie intérieure, on n'en sortira pas de tout ce système avec nos normes actuelles ou nos réflexes du monde actuel. On voit qu'effectivement, par exemple, l'explosion du chômage va se retrouver partout, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de qualification, quel que soit le pays, que ces différentes menaces et crises créent des besoins de sécurité et d'appartenance et de repères qui font on va avoir une montée, enfin on l'a déjà, d'archaïsme de tout ordre, hein, que ce soit en termes d'exclusion, de racisme, d'intégrisme religieux, de sectarisme, etc. Donc on voit bien que si on n'agit pas autrement sur le plan effectivement éthique, symbolique et politique, on va se retrouver comme ça avec des configurations ou des volontés de puissance de certains groupes ou de certains États qui vont aller beaucoup plus loin. Et ça, là, je vous renvoie à la stratégie du choc de Naomi Klein, parce qu'elle décrit déjà très bien ça, alors que elle a été Facebookin et ce film il y a 15 ou 20 ans. Donc, les réponses possibles à ces crises doivent effectivement conjuguer vraiment cet aspect politique avec cette dimension spirituelle, en fait, de chacun, hein, sociale, culturelle et spirituelle, qui devrait donner lieu, enfin, qu'on pourrait imaginer donner lieu à d'autres objectifs de production de liens, de biens et de liens. D'ailleurs, j'ai fait la faute, mais c'est un peu exprès, qu'ils soient matériels ou immatériels. Donc, c'est quoi finalement la question? Je repris volontairement le mot essentiel. Parce qu'on parle tout le temps, les commerces, les biens essentiels, etc. Du coup, c'est quoi l'essentiel aujourd'hui? C'est une question, voilà, j'ai pas de réponse, mais c'est une question sur laquelle on pourra discuter, que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous. Donc, cette question de l'écologie intérieure, c'est ça, c'est finalement, est-ce que je suis pas en train de me censurer mentalement dans une approche qui est toujours celle du consumérisme? Quand est-ce que je vais pouvoir reconsommer, retourner acheter le nouvel iPhone ou la nouvelle paire de pompes, ou les fringues? Il y a eu aussi un film sur Arte qui s'appelle La Fast Fashion, c'est terrifiant aussi pour les fringues, enfin c'est pareil, c'est comme pour tout le reste. Enfin bon. Voilà, est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce qu'on ne peut pas s'interroger un peu plus? Alors, comme le dit Guattari, mais aussi Gregory Bateson ou Ivan Illich, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a en nous, quoi. Notre ennemi intérieur, c'est parfois nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, on se crée des trucs, des injonctions qui sont destructrices, en fait, potentiellement pour la planète. J'aime pas trop le dire comme ça pour la planète, mais enfin, pour l'environnement, pour ce qui nous entoure, mais aussi pour soi-même. Donc, nous sommes parfois prisonniers de notre état d'esprit. Barack Obama avait dit en 2008, lors de sa campagne, pour ce qui était de la sortie de l'Irak, qu'il disait que c'était pas tant le fait d'être allé en Irak qui était un problème, mais c'était l'idée de vouloir intervenir. Enfin, c'était encore une fois l'aspect mental, en fait, qui questionnait quand il avait donc mis en avant dans sa campagne cette question.
Donc en fait, la mondialisation, le capitalisme et tout ce qui s'ensuit, le consumérisme et cette logique de la croissance, elle nous atteint au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre inconscient. On n'arrive pas en fait à sortir de ce spectre de l'envie. Voilà, j'ai envie d'acheter le dernier truc de machin, le dernier bidule, et plutôt d'aller questionner notre désir profond, alors qui peut être celui de changer le monde ou celui de faire du bien aux autres ou celui de créer quelque chose. Mais c'est quoi vraiment notre désir profond, mais qui est en fait pollué par des envies un peu factices, un peu superficielles. Donc cette question de l'essentiel, c'est marrant que ce mot il a été mis au goût du jour dans la crise, mais en fait elle est décisive, quoi. Donc voilà, j'ai envie de conclure sur deux choses. Voilà, il y a deux dernières pages que je voulais vous montrer pour la conclusion. C'est que c'est l'opportunité pour moi, l'écologie intérieure ou mentale, je reprends le terme que j'avais utilisé précédemment, qui est de repenser le politique. En fait, on a perdu, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu en termes de conscience et de culture politique énormément au cours de ces dernières années. Et ça, c'est plutôt inquiétant parce qu'en fait, j'ai discuté l'autre jour, voilà, j'accompagne en coaching un chef de service à l'ADAPT, donc c'est quelqu'un qui travaille avec des éducateurs de rue dans les quartiers sensibles de Marseille, donc il travaille avec des populations en grande difficulté, en grande souffrance. Lui, il s'occupe des mineurs non accompagnés, mais il intervient aussi avec des éducateurs ou des médiateurs dans les quartiers chauds de Marseille. Et puis il me disait, mais en fait, les gamins, maintenant, ils sont... Nous, à l'époque, on était... Alors lui, il en vient, hein, il a 47 ou 48 ans, il dit, moi, quand j'avais 20 ans... j'étais à fond, j'étais à la CNT, donc un syndicat anarchiste, il était très, très à gauche, très impliqué, etc. Aujourd'hui, les gamins, ils vont à la mosquée ou ils sont dans des trucs comme ça, quoi. Il n'y a plus de conscience politique. Enfin, c'est terrible. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais on a vraiment loupé quelque chose, quoi. Donc, effectivement, c'est. Pourquoi? Parce qu'on a dans la tête, encore une fois, dans la tronche, des choses, des aspirations qui ont été. On s'est fait déposséder, quoi, de notre imaginaire et de notre envie de changer le monde. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça avec des gens qui vont se mettre dans un truc de sécurité, donc via des intégrismes ou d'autres, ou alors dans une espèce comment de fuite en avant consumériste. Heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a, l'autre jour, on le disait avec Déborah pendant le week-end, il commence à y avoir peut-être un pourcentage suffisant de personnes, où on disait qu'il fallait qu'il y ait 20 à 30% d'une population qui soit comme ça consciente et qui ait cette envie, cette résilience, etc., et ce potentiel mental justement de repenser des choses et de recréer un imaginaire. Il suffit qu'il y ait 20 ou 30% de la population qui soit câblée comme ça, peut-être pour faire basculer vers quelque chose de plus résilient. Donc moi, j'ai trouvé ça super d'entendre ça de la part de Déborah. C'est dommage, elle n'a pas pu être avec nous à cette conférence, mais elle l'écoutera. Mais voilà, c'était quelque chose qui donne vraiment de l'espoir et de l'envie, c'est de se dire, voilà, il suffit, on n'a pas besoin d'être tous convaincus ou reconnectés comme ça à ce désir, effectivement, de transformer ou de redévelopper notre imaginaire. Il suffit qu'on soit 20% et peut-être que ça permettra d'entraîner par effet boule de neige, par effet d'entraînement, par leadership aussi. Donc, le fait que c'est une question pour moi fondamentale, la question de l'autorité et du leadership, parce que ça donne une capacité à entraîner les autres, pour qu'effectivement ce destin global menaçant devienne quelque chose qui soit solidaire, créatif et enthousiasmant. Et du coup, la dernière phrase que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était, je voulais citer voilà, Edgar Morin, sur la voie existentielle, qu'effectivement c'est une réforme de vie pour repenser ce qui nous est le plus cher, ce à quoi nous tenons, mais aussi ce à quoi nous serions prêts à renoncer. Il y a des sacrifices qu'il va falloir faire, des choses sur lesquelles il va falloir renoncer. C'est compliqué, on n'ira pas forcément tout de suite en une seule fois, etc. Mais c'est ça qui va faire aussi qu'on va se libérer d'un certain nombre de chaînes et de contraintes pour vers plus d'épanouissement et vers plus de communion avec l'autre. Donc, il y a cette phrase, c'est sommes-nous prêts à vivre poétiquement? Et du coup, ça m'envoie aussi à celle-là, à la dernière que je voulais partager avec vous, que toujours Guattari dans les trois écologies, que je vais donc vous lire. Une logique qui s'apparente à celle de l'artiste, qui peut être amené à remanier son œuvre à partir de l'intrusion d'un détail accidentel, d'un événement incident, qui soudainement fait bifurquer son projet initial pour le faire dériver loin de ses perspectives antérieures les mieux assurées. Et donc, j'ai envie d'envoyer ça aussi comme clin d'œil aux sisters, même si elles ne sont pas toutes là aujourd'hui, mais il y a mes deux préférées aussi, j'allais dire. C'est un petit clin d'œil. Mais voilà, parce que vous avez aussi des projets, vous arrivez aussi avec des projets. Voilà, il y a ce petit clin d'œil, c'est en fait aussi un projet artistique, parce que finalement, c'est ça, voilà, l'écosophie dans notre existence, c'est ça, c'est par la pratique culturelle, par l'exercice de son métier ou de son projet, comme le ferait l'artiste ou l'artisan. Comme si on pouvait tisser comme ça quelque chose, le fabriquer, le peaufiner, puis accepter qu'il y ait un accident qui fasse que on va partir un petit peu, on va bifurquer, on va faire autrement, et d'avoir cette conscience-là. Voilà, c'est ça qui peut nous permettre peut-être d'accéder
À cette éco-Sophie. Yes, j'ai fini. Et donc, je vous propose... Hop, je vais arrêter de partager. Génial, merci beaucoup Evelyne. Merci. Très inspirant. Il y a eu pas mal d'échanges sur le Ah oui, je vois chat. ça. Mais... Ouais. Alors, c'est plus des échanges que vraiment des questions. Mais si vous avez des questions, bien, je vous propose de les poser à Evelyne maintenant. Juste les échanges en fait qu'il y a eu rapidement, c'est donc les filles étaient d'accord avec toi. Grosso modo, on a eu pas mal d'échanges entre Carole, Eva, Margot, qui se demandaient comment effectivement éduquer, sensibiliser au-delà des personnes qui sont déjà beaucoup sensibilisées. Déjà dedans, Voilà, engager collectivement peut-être par le réenchantement. Elles étaient d'accord sur le réenchantement. Margot nous a parlé du concept qui existe, les 3 P, People, Planet, Profit. Voilà, les 3 piliers du développement durable. Voilà, je vous laisse poser vos questions. Est-ce que vous, par rapport à ce qu'Evelyne a dit, questions ou des réactions, voilà, qu'est-ce que ça touche chez vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je veux bien revenir sur la toute fin de ta présentation, Evelyne. Oui. Parce que ça a évoqué, ça a fait écho en fait à des choses vécues très très personnellement. En fait, j'ai la chance incroyable, moi de mon côté, d'avoir fait une école de commerce et d'être vraiment dans le moule des personnes qu'on a programmées à faire de l'argent. Ouais. Et ma petite sœur, qui a 9 ans de moins que moi, est artiste. Elle a une troupe de théâtre et elle a fait ça toute sa vie. Et il se trouve que l'année dernière, pour plein de raisons, et entre autres la crise sanitaire, on a beaucoup plus échangé que par le passé. Et je me suis rendu compte à quel point les allers-retours entre sa vision d'artiste et ma vision très économique, ça me rendait meilleure. Ah, d'accord. Et que finalement, tout au long de ma vie, le fait de l'avoir eu près de moi, ça a fait que je ne suis pas devenue une manager que orientée profit. Voilà. Et pour aller encore un petit peu plus loin, moi, je me posais une question qui est venue ce week-end. Tu parlais du fait que si 20% de la population te suit, en fait, tu peux avoir un basculement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette question de est-ce qu'il ne faut pas carrément prendre le pouvoir pour que les choses changent. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je me sens très démunie. Parce que comme tu l'as très bien dit, d'un point de vue politique, oui, en tant que citoyen, on peut avoir une très forte conscience politique et s'impliquer, mais finalement, la politique, elle a sa vie à elle, ses règles, ses fonctionnements, qui fait que même si tu arrives avec plein de bonnes intentions, tu ne peux pas forcément les exécuter. Donc, prendre le pouvoir, j'ai l'impression que c'est la solution, mais je ne sais pas comment. Donc, je te renvoie la question. Si c'est une des questions les plus difficiles, en fait. Aurélie, merci pour ce rappel de cette question qui a eu lieu pendant le week-end et de ce que ça évoque là maintenant. On a eu un sujet comme ça avec Europe Écologie. Alors, Europe Écologie, ça a été créé en 2009, pas comme un parti, mais plutôt comme un groupement, une sorte de rassemblement, etc. Et c'est devenu ensuite un parti. Et la première édition, je crois, ou la deuxième édition des journées d'été, leurs universités d'été, qui a dû avoir lieu peut-être peu de temps après la fusion avec les Verts, c'était l'écologie à l'épreuve du pouvoir. Et toutes les universités étaient là-dessus. Et c'est vrai que c'est une question qu'ils n'ont toujours pas réussi à résoudre d'ailleurs. Ils n'y arrivent pas en fait. C'est-à-dire que là, les dernières élections européennes ou municipales ont montré quand même qu'ils ont fait un avant, mais je pense qu'au présidentiel, ils vont continuer à se ramasser parce qu'il y a un truc c'est presque dans leur gène, pareil, c'est dans leur mental que ça ne le fait pas. Comme si on n'osait pas se dire qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, en fait, il faudrait effectivement prendre le pouvoir. Sinon, on continuera comme ça, on fera des choses, oui, comme ça, chacun avec des associations, des collectifs, etc. Mais pour que ça bascule vraiment, il faudra prendre le pouvoir. Je ne sais pas comment, mais ce ne sera pas forcément facile, quoi. Mais c'est en tout cas une question sur laquelle les écologistes eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à débloquer un truc, quoi. En termes de leadership, il y a un truc qui passe pas. Ouais. Pardon, juste une petite intervention parce que j'ai travaillé avec beaucoup de politiques à travers l'Europe, au niveau européen aussi. Je suis pas sûre que prendre le pouvoir ce soit la solution parce que je pense que le risque, et on voit beaucoup de gens, il y en a quand même des gens bien qui se lancent en politique, c'est pas possible que 100% soient corrompus, donc il y a des gens bien, c'est pas possible. Et pourtant, ils tombent tous dans le même piège. Donc je sais pas s'ils se lançaient en politique,
c'est la seule solution, ou faire pression, ou être des conseillers, des consultants et pousser dans la bonne direction, c'est plus efficace. Peut-être. Je me Peut-être qu'il demande. faut des contre-lobbies. Effectivement, à Bruxelles, il y a 40 000 lobbyistes qui agissent tout le temps. Il faudrait peut-être en créer d'autres. Oui. C'est ça, parce que, enfin, de mon expérience, les politiques, le problème, c'est qu'ils rentrent dans le jeu politique. Et à partir de là, c'est foutu. Oui, à partir du moment où on s'occupe plus du nombre de voix des prochaines élections que de la mission qui nous a été confiée, c'est foutu. On a tout perdu. On perd le pouvoir sur les hommes politiques. Donc, là, on a peut-être plus besoin de leaders que d'hommes politiques aujourd'hui, et même dans les organisations par rapport à des postes de management où la classification n'est pas forcément très claire. Moi, pour rebondir sur Aurélie, ce qu'a dit Aurélie, j'ai travaillé pendant près de 8 ans dans le secteur bancaire. Donc, et j'ai fait une école de commerce aussi, donc c'est un monde que j'ai connu. Et pour ma part, pour rebondir sur le discours d'Evelyne, c'est le développement personnel et le retour vraiment à mes envies qui m'ont permis de me libérer de certaines croyances que j'avais, ou même en termes de consommation, de comportement, certaines choses que j'avais, mais quelque part qui étaient un effet compensatoire et qui étaient complètement inconscients. Donc c'est vrai que le retour à soi, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, permet, à mon sens, de contribuer de décerner sa contribution au monde et de changer son comportement d'un point de vue environnemental aussi. Et qu'est-ce qui a, c'est super intéressant ce que tu dis, Dounia, qu'est-ce qui a fait ce retour à toi à un moment donné? Ce retour à moi a été fait par un burn-out qui a été mon déclic, parce que je me suis tellement investie qu'à un moment, je me suis oubliée. Et en même temps, j'avais un rêve qui était de devenir entrepreneur depuis mon tout jeune âge. Et c'est quelque part le suivi de ce rêve qui finalement s'avérait être une reconnexion à moi qu'un lancement réel d'un projet. Après, c'est la volonté de chacun aussi, à mon sens, de quelque part poursuivre ses rêves. Parce que quand on a justement ces objectifs et qu'on se donne les moyens, c'est ce qui nous fait vibrer, qui nous anime. Et plus on est reconnecté, plus nos comportements sont alignés avec qui on est au fond de nous. Tellement d'accord, entièrement d'accord. Mais c'était intéressant de savoir à quel moment, en fait, tu t'es recentré, tu t'es reconnecté à toi. Comment tu as eu ce besoin-là? Pour la petite histoire, je me souviens que j'ai eu un premier travail. Pendant 3 ans, j'ai fait la liste de ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait plus. Et j'ai cherché quelque chose qui correspondait complètement à ce qui me plaisait, ce que je recherchais. Et mon deuxième métier en tant que consultante a matché complètement avec ce que je recherchais, c'est que ça a duré 3 ans. Et qu'à un moment, à force de fonctionner en relatif, je m'apercevais que ce n'était pas durable. Alors que le fait de revenir à soi, qui on est, ce qui nous fait vibrer, c'est plus durable dans le temps. C'est super. Ça me fait penser, effectivement, pendant le week-end avec les Sisters, on a travaillé sur la raison d'être personnelle, qui ensuite fait que tu peux travailler sur ta raison d'être, sur ton projet ou ce que tu as envie d'entreprendre, en fait. Exactement. Et par rapport à ça, par rapport aux raisons d'être personnelles et à ce que chacun peut faire, effectivement, moi, je me suis rendu compte en travaillant avec les Sisters ce week-end sur ce sujet-là, que certaines avaient aussi dans leur raison d'être personnelle une dimension politique à leur projet. Pas toutes, pas forcément, puis c'est pas forcément l'objectif. Mais voilà, en fait, cette raison d'être, elle peut vraiment jouer sur différents plans. Sur un plan personnel, son propre développement personnel, sur un plan social, dans ses interactions effectivement avec les autres, mais aussi sur un plan politique. Et notamment, alors celle dont j'ai vu comme ça la raison d'être apparaître sur ce plan-là, elle a une dimension sur la représentation que l'on se fait des choses, et notamment, alors elle vient d'Afrique, et elle vient donc d'un pays d'Afrique qu'elle a quitté il y a quelque temps, et elle veut changer en fait les représentations que l'on se fait du statut de pays en développement de l'Afrique, quoi. Et donc ça va loin, enfin, ça veut dire que dans certains cas, la raison d'être, elle peut être... Donc quand on parle de pouvoir, ça peut être aussi par rapport à l'ambition en fait, que l'on donne à son projet. Je ne dis pas forcément que tous les projets doivent être comme ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, oui, elle n'a pas seulement quelque chose par rapport à son histoire personnelle, mais elle veut aussi, par ce projet, faire changer les représentations. Et là, il y a du boulot, parce que ce qu'on a encore dans la tête, comment chacun se représente tel ou tel pays, machin, là, c'est compliqué à déconstruire. Tu parlais des croyances, justement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Ou Eva, je crois que vous pouvez parler. Didier, tu as ton micro qui est coupé.
Oui, ça fait vraiment beaucoup réagir parce qu'évidemment, la problématique de prendre le pouvoir, on peut tous se la poser, et on peut être tous désappointés en se disant, soit on essaie d'entrer en politique et on va devenir comme eux, ça va être une catastrophe, hein, ça va être comme le bowling, au lieu de descendre les quilles, on va tomber dans la rigole. Bon, comment prendre le pouvoir? Et puis tu proposes une autre manière de prendre le pouvoir qui est assez habile et qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour les philosophes depuis toujours, c'est au moins commencer par maîtriser son esprit, ses forces intérieures et savoir qui on est. Et on le sait, bon, moi je suis très adepte des stoïciens, des épicuriens. J'aimais aussi beaucoup Descartes parce qu'il a bien compris qu'il fallait revenir à soi pour ensuite maîtriser la nature, trop d'ailleurs. Et donc tout ça, c'est un courant qui est très porté d'ailleurs, là je mets un tout petit coup de patte mais amical, qui est très porté par le coaching parce qu'il y a quand même beaucoup de coachs partout, tout le monde a son coach pour ranger ses affaires, pour machin, etc. Et alors moi je pense que c'est assez malin et de dire qu'on peut prendre, et il faut commencer par prendre le pouvoir sur son esprit et travailler sur l'esprit des personnes. Et tout à l'heure, tu as parlé des gens qui allaient à la mosquée, parce qu'il y a une des forces, on parle des forces catastrophiques, mais il y a aussi le terrorisme et l'extrémisme religieux, et eux, ils ont compris qu'il fallait passer par les esprits, et nous, qui les attendent dans les prisons et les écoles, etc. Et eux, ils font un vrai travail, et ils ont une énorme puissance qui peut être à la fois impressionnante. D'ailleurs, les chrétiens ont fait pareil, enfin, toutes les religions, notamment révélées. Donc, travailler sur le pouvoir de l'esprit, se mettre au clair avec qui on est, ce qu'on veut faire, ça, c'est une manière de prendre le pouvoir. Le danger, moi, que je vois, ce serait de dire que on s'enferme dans une forme de solipsisme un peu cartésien, on se bunkérise, on se fait plaisir en disant c'est bon, moi, je maîtrise ma vie, j'ai mon coach, j'ai mes trucs, je me fais mon petit plaisir et je renonce à la vie, à l'action collective, à l'action politique, parce que de toute façon, c'est trop dur, parce qu'il y a les politiques, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, je me fais plaisir à moi, mais voilà. Donc, je suis partagé entre les deux, et de toute façon, je pense qu'on ne peut être que partagé, parce qu'il y a ces deux forces-là. C'est vrai qu'il faut commencer par ça, mais il faut aussi, bien sûr, penser à comment on agit collectivement, quoi. Ah, mais complètement. Moi, je suis complètement frustrée si on ne parle finalement que de développement personnel et de ce que chacun fait pour effectivement se réaliser, si on n'a pas la dimension politique à côté. Ouais. Parce que comme tu le dis, hein, sinon elle est prise par ailleurs. Hein. Ce terrain-là, il est occupé par d'autres. Hein, ouais. Enfin, le théo, comme le dit Roland Gori, hein, qui est un ami que j'apprécie beaucoup, dommage il n'a pas pu venir là, mais qui parle de théofascisme, quoi. Hein, c'est ce nouveau fascisme des intégrismes, c'est terrifiant parce qu'effectivement ça va directement conditionner les esprits et les désirs justement des personnes, quoi. Et donc ça y est, ça les embarque, quoi, complètement. Alors après, moi je me pose une question. Peut-être le moyen de réconcilier les deux, donc le mental, son esprit et la dimension collective, c'est d'être beaucoup plus force de proposition sur la partie éducation des enfants. Donc commencer le plus tôt possible, les aider à mieux se connaître, mais aussi à vivre ensemble. Parce que dans le mieux vivre ensemble, il y a mieux vivre, mais il y a le ensemble aussi. Il y a le ensemble. Et ça commence effectivement très tôt, dès l'enfance. Ouais. Eva, tu voulais intervenir? Il y a un petit peu de travail, je pense, quand même, encore en France. Hein, oui, carrément, on part de loin. Alors, dans les projets des sisters, que ce soit dans la première promo ou dans la deuxième, il y a beaucoup de choses qu'on va voir effectivement avec l'aspect éducation, sensibilisation. C'est aussi l'objectif de la traversée qu'on va faire en octobre. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Là. Ouais, ça commence vraiment très tôt. Et pour autant, même quand tu le fais très tôt avec ton gamin, tu t'aperçois qu'au bout d'un moment, quand il a 18 ans, tu te dis mais merde, pourtant, je croyais que c'était bon. Et en fait, voilà, parce qu'il se passe d'autres trucs, évidemment. Alors après, aussi, pour donner une petite note d'espoir par rapport aux politiques, c'est que moi, je reste persuadée qu'il va y avoir du changement tout simplement par le changement de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a une prise de conscience qui est tout autre et progresse. Alors, malheureusement, ça n'ira peut-être pas assez vite, mais cette évolution, elle va forcément avoir lieu par le changement de génération. Enfin, ça me semble... Totalement d'accord. La question à se poser, c'est comment accélérer les choses. Parce que c'est vrai, je suis d'accord, il y a forcément des gens bien qui sont motivés par le collectif et le bien-être des citoyens pour se lancer en politique. Et comment on fait pour ne pas être, entre guillemets, aspiré par la machine infernale c'est peut-être changer les indicateurs de développement. Ça, on en a déjà pas mal, ça serait déjà un bon début. Un bon début, je pense, pour remettre un petit peu.
prendre du recul, changer de cadre, parce qu'en fait, si on continue à réfléchir dans le cadre actuel, on ne peut pas changer les méthodes. Enfin, c'est un petit peu le… Eva, tu voulais prendre la parole? Merci. Oui, j'ai à peu près dans les commentaires, j'ai dit ce que je pensais, et puis j'ai pas vraiment de choses. Non, parce que ça. Ah, parce que ça, c'est quand je suis d'accord. Au lieu de couper la parole, je montre que je suis d'accord. Ouais, moi aussi, moi aussi. Donc, ouais, à part le fait que pour moi, mieux se connaître soi pour être heureux, soit je vois l'intérêt, hein, mais bon, ça ne me motive pas plus que ça. Par contre, mieux se connaître soi pour être plus réceptif à l'autre et justement trouver être plus conscient de mon positionnement, du positionnement de l'autre et de qu'est-ce qu'on peut faire quelque part au milieu. Bah, c'est ça l'intérêt en fait, c'est ça de se faire coacher, de se connaître mieux ensemble, coacher ou faire ça autrement. Hein. C'est d'être plus en capacité de faire les choses nous-mêmes, mais aussi avec les autres, parce que dans la diversité, il y a quand même une force créative qui est quand même complètement géniale. D'ailleurs, en tant que scientifique, je me mets ma casquette scientifique, il y a des expériences qui montrent qu'un groupe, plus il est diversifié, meilleures sont les réponses aux problèmes qu'il apporte, pourvu qu'il soit en capacité, que les personnes dans ce groupe soient en capacité de vraiment communiquer les unes avec les autres, ce qui n'est pas toujours chose aisée. Et ce qui est marrant, c'est que les groupes où il n'y a que des femmes sont meilleurs que les groupes où il n'y a que des hommes. Je ne sais pas à quoi ça sert ce commentaire. On est pas mal, hein, Jérôme. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille d'ailleurs avec ce programme des Sisters, parce qu'on a la dimension individuelle évidemment de chacune, mais effectivement le collectif qui est super important et dans sa diversité. Moi, il y a un truc que j'ai apprécié beaucoup, dont je me suis encore plus rendu compte ce week-end par rapport à l'épisode précédent d'il y a 2 ans, c'est qu'il y a une diversité à la fois de profils, de pays et de générations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des femmes de 24 à 60 ans. Et ça, c'est super parce que dans les programmes souvent de formation, on a un cœur d'âge, disons, cible. Et là, vraiment, c'est d'avoir cette mixité générationnelle et de profils et de parcours. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça, il y en a d'autres qui sont plus dans l'associatif, d'autres dans l'agriculture. Enfin, c'est vraiment super d'avoir cette variété. Je confirme complètement ce que disent ces scientifiques, pour l'avoir vraiment éprouvé, expérimenté, tout en étant aussi scientifique par ailleurs, mais pas dans la même branche. Et Jérôme Didier, rien n'est perdu. Hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ou d'autres réactions? Ou d'autres, ouais. Pas vraiment une question, mais je trouve un élément super intéressant. Vous parliez du fait de se connaître soi-même un peu avant de passer à d'autres projets plus grands. Et je pense que c'est vraiment les Sisters. Hein. C'est des femmes incroyables qui ont des projets fantastiques et qui se lancent et qui ensuite se rejoignent un groupe. Mais je pense que l'inverse, c'est aussi intéressant et ça peut aider des gens qui n'ont pas forcément cette capacité de trouver un sens par elles-mêmes ou par eux-mêmes. Hein, on ne parle pas que des femmes, monsieur. Je fais partie, par exemple, de Time for the Planet. C'est un groupe dont on a déjà parlé ici, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être rejoindre un groupe parce qu'on est d'accord sur le principe et en fait trouver son sens, sa voix et sa façon d'agir au sein du groupe. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Différentes initiatives fantastiques qui ont 2 façons d'agir et je sais pas, différents formats peuvent convenir à différentes personnes, je pense. Des timings différents, c'est ça. Complètement. Merci. Moi, j'ai bien aimé aussi le parallèle que tu as fait, Evelyne, entre les catastrophes climatiques et puis la pandémie. Et peut-être qu'on pourrait avoir, nous, une clé de lecture qui serait intéressante, qui est de dire que malheureusement, c'est une catastrophe, c'est vrai, mais on en apprend toujours quelque chose. Et la comparaison, elle tient sur de 2 manières. Déjà, on pourrait dire que c'était comme si c'était une sorte d'énorme tsunami qui s'est déversé sur l'ensemble de la planète, alors que d'habitude, quand il y a une catastrophe climatique, elle est localisée, et comme tu dis, c'est loin de chez nous. Fukushima, c'est les Japonais, de toute façon, ça tremble toujours chez eux, et puis ces idiots, ils ont mis une centrale nucléaire au bord de l'eau qui sont bêtes, etc. Donc, on trouve toujours des trucs. Nous, on n'en est pas là, etc. Donc, on échappe toujours à ça. Et là, boum, ça arrive. Alors, ça vient de Chine, hein, salaud de Chinois. Et puis, finalement, hop, ça débarque chez nous. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est du catastrophique qui débarque dans notre intimité, comme tu l'as dit. Moi, j'ai pour habitude de dire ça. Quand on s'est retrouvés il y a 1 an
en confinement brutal, ça a été comme une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire tout d'un coup, on a changé complètement d'espace et de temps, qui sont, vous vous rappelez Kant que vous lisez tous les soirs comme moi, les deux catégories a priori de l'entendement, donc dont on ne peut pas sortir, c'est l'espace et le temps. Et là, il a totalement changé. C'est pour ça que l'histoire, les gens se moquent beaucoup du monde après, etc. Bien sûr, il ne faut pas rêver, il y aura plein de choses qui vont revenir, mais je pense quand même que les gens ont tous été beaucoup secoués. Je travaille quand même aussi beaucoup sur les entreprises, le télétravail, etc. Il va y avoir une plus grande porosité des lieux privés et personnels. Ça va changer les choses. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec Evelyne donc, sur un projet de rapprochement pour le coup de l'intérieur et de l'extérieur, donc le coaching au profit des villes. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette crise-là, c'est que les gens ont été touchés personnellement et que forcément, ça les a conduits à se poser des questions et à se dire ouais, mais je pourrais peut-être travailler, vivre autrement, etc. Même si, comme tu le dis, il ne faut pas rêver, les politiques traditionnelles, les économies traditionnelles vont reprendre le dessus. Mais en tout cas, nous, on peut avoir ce modèle-là en tête pour dire profitons de ce changement fort pour faire bouger les choses. Il y a un truc qui est très fort, c'est que tout le monde a été touché. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a échappé à ce truc-là. D'une façon ou d'une autre, même si on n'a pas mal vécu les choses, on a quand même été touché. Enfin, et on l'est toujours. Et on ne sait pas où on va. Donc ça, on est tous, pas à égalité, mais on est tous touchés. Ça, c'est clair. Ouais, c'est assez inédit. Ouais, c'est inédit. Super. Bon, je vois qu'il est déjà 13h30. Donc, je pense que c'est passionnant. On pourrait passer des heures, mais comme ça fait déjà 1 heure, et pour libérer, pour un peu vous libérer tous, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup, parce que c'était super d'échanger avec vous tous. Vous avez été super participatifs. Merci à Evelyne. Ton témoignage, il est vraiment fort. Et on en refera. Et puis, je vais proposer à Didier. Ouais, je suis sûre que tu vas nous faire un truc. Ouais, je propose qu'on échange avec Déborah sur oui, bien sûr, ça. En tout cas, il faut continuer, quoi. Voilà. Tout à fait. Et voilà, je vous remercie vraiment tous. Donc, le prochain Earthship Lunch, c'est dans 2 semaines, c'est-à-dire le jeudi 8 avril. Et entre-temps, vous savez que donc Earthship Lunch est une association. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, on a une page où vous pouvez adhérer aussi à l'association en tant que citoyen ou en tant que partenaire aussi, si vous avez si vous proposez justement des services éco-responsables. Je vais vous mettre le lien de la page en chat. Voilà, si vous avez envie de soutenir Earthship Sisters, eh bien, c'est possible par ce moyen-là. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Merci Evelyne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci.